Definitely not from here. En règle générale, parler de moi devient un problème parce que j'ai une trajectoire qui est très complexe. Mais il y a un mot que j'aime parce que j'ai enseigné la discipline à l'Université d'Ottawa. C'est l'analyse weberienne et vous allez voir pourquoi je le dis. Weber utilise un mot qui est verstehen. C'est comprendre. Comprendre. Quand on veut partager ses connaissances, quand on veut partager sa trajectoire, son expérience, on doit faire comprendre aux gens ce qu'on partage. Et comprendre, ça veut dire prendre avec soi. Donc, de parler de soi nécessite le fait de partager une trajectoire. Ce que les sociologues appellent la dimension, l'approche diachronique. Toute l'histoire qui permet de saisir les éléments du contexte, et ces éléments de contexte plutôt, permettent de saisir le sens de ce qu'on veut partager. Alors, parler de moi m'oblige à parler de ma trajectoire. Ma trajectoire, je peux la prendre en deux modes. Il y a le mode que j'appelle académique et le mode que j'appelle professionnel. Mais j'ajouterai peut-être un troisième qui est le mode social, humain, qui est le mode qui m'a permis de capitaliser le plus sur les connaissances que j'ai ramassées sur le chemin de la vie. Académiquement, rapidement, ça permet à certaines personnes de situer mon référentiel. J'ai fait un post-doctorat en ingénierie de la connaissance à l'Université Laval, à la faculté d'éducation. Ça m'a permis de faire de l'ingénierie de la connaissance. En même temps que j'étais au CEFRIO, qui était le Centre francophone d'informatisation des organisations. C'était une belle période de ma vie où j'ai beaucoup découvert grâce à quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Hermine, qui m'a initié à l'ingénierie de la connaissance, qui m'a poussé vraiment à aimer le knowledge management, la gestion des connaissances. C'est ce que je pratique aujourd'hui comme discipline, entre autres. Ensuite, j'ai fait un doctorat en cybersociologie. En ce moment-là, quand je disais la notion de cybersociologie, mon premier directeur de thèse riait de moi, il disait ça n'existe pas. On était dans les années 99. On s'entend que cyber quelque chose, ça signifiait un truc de fou. Et évidemment, moi, en ce moment-là, j'étais déjà inscrit dans le WELL. Le WELL, c'est une communauté virtualisée qui était dans la baie de San Francisco. Et ça m'a permis de développer ma dimension communautique, qui, comme on dirait, informatique. Communautique qui était la virtualisation de la communauté, la virtualisation du lien social, la virtualisation de la sociabilité. Donc, l'action sociale se passait dans ces communautés virtualisées. Et j'avais un maître à penser en ce moment-là, qui s'appelait Howard Rheingold. Rheingold, pour qui suit un peu les communautés virtualisées, est le père de la virtualisation du lien social. Mais avant ça, il faut savoir aussi que j'ai été au Michigan, à Ann Arbor, où j'ai fait un stage doctoral en digital divide, fracture numérique. Pour moi, il était important aussi de comprendre que là où on s'en allait, qu'il y avait des gens qui allaient être laissés sur le bord de la route. Si on pense par exemple à l'industrialisation de l'humanité,
Il y avait certains qui s'étaient industrialisés avec la vapeur, l'électricité et tout, qui ont plongé tout de suite dedans et qui ont été les développés. Et ce qui était en voie de développement ou que certains osaient appeler sous-développé, parce que cela n'avait pas enfourché le cheval du développement en ce moment, le développement économique dont on parle. Alors, c'est la même chose pour le numérique. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas embarqué parce que pour eux, c'était un épiphénomène. Et non, ce n'est pas un épiphénomène. C'est justement la tendance la plus solide vers la construction d'une société, d'une nouvelle société, d'une société qu'on appelle infomorphique. C'est une société fondée sur l'information, sur la puissance de l'information comme facteur fondamental de vie, de transaction, de participation, de négociation, de partage. En fait, l'économie mondiale est devenue une économie infomorphique. Et donc, le fait d'avoir fait tout ça m'a permis de me situer déjà dans un méga trend, dans une grosse tendance. Mais avant ça, c'est sûr et certain qu'il y a eu d'autres choses. J'ai fait 2 maîtrises en communication. Une première maîtrise française, qui était orientée vers les sciences et techniques de la communication. Et quand je suis arrivé au Canada en 1994, j'ai refait une nouvelle maîtrise en SR, qui, elle, était une maîtrise méthodologique, où je me suis formé en méthodologie. Ça m'a beaucoup aidé à faire mon doctorat. Donc, j'ai fait une maîtrise en sciences SR, en communication. J'ai fait un stage doctoral en anthropologie. Et ça, c'est fondamental. Parce que très souvent, les gens me disaient, il y a un parcours erratique. Non. Quand on est transdisciplinaire, mais qu'on regarde les éléments scientifiques sur lesquels j'ai travaillé, on verra que j'ai fait un DUT en relations publiques, carrière de l'information, information. Ensuite, une maîtrise en sciences et techniques de la communication. Après, je suis allé faire des stages à Nanterre, à l'université de Nanterre, où j'ai joué avec l'anthropologie, le cinéma anthropologique. Ce qui m'a amené d'ailleurs à être ami avec Pierre Falardeau, que vous connaissez ici au Québec, qui est un anthropologue. On a beaucoup parlé d'anthropologie, lui et moi. Et cinéma anthropologique. Ensuite, donc, après le cinéma anthropologique, je suis allé à l'Institut d'études politiques de Lyon, où j'ai fait mon stage pour préparer l'agrégation en sciences sociales. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de disciplines qui semblent erratiques. Mais quand on voit le final, c'est ce que je fais actuellement, on voit que c'est le knowledge management, la gestion des connaissances, mais citoyenne, tacite, parce que je pense que le capital le plus important pour quelqu'un qui agit dans un habitat, c'est les connaissances dites tacites, les connaissances expérientielles, parce que c'est avec ça qu'on règle des problèmes. Et comme nous sommes dans des stratégies de gestion des enjeux, ce que j'ai fait au cabinet du Premier ministre du Canada, j'étais dans le groupe Issue Management et on travaillait à gérer des enjeux. Et c'est ce que je fais actuellement ici avec la Singularity University, qui est mon université d'attache, dont je suis membre. Avec eux, nous travaillons sur les 12 enjeux du monde. Il y a 12 enjeux qui ont été ciblés et qu'on doit régler rapidement pour aider l'humanité à passer cette période très dure qu'on appelle la période de l'Anthropocène. C'est quoi l'Anthropocène? L'Anthropocène, c'est cette période de l'humanité où l'humain a consommé plus que ce que la Terre est capable de lui donner, a détruit son écosystème et est sur le bord d'une faillite écologique. Nous devons à tout prix faire quelque chose. Nous ne disons pas qu'on est capable de modéliser quelque chose qui va nous sortir de là, mais nous pensons que nous devons faire quelque chose. Alors moi, au lieu de faire comme certains de mes camarades qui sont dans les universités et qui font de la recherche fondamentale, j'aime bien, moi je préfère faire de la recherche appliquée. Alors je suis venu ici à la Chine
par hasard certainement, mais le choix a été définitif. Je suis venu à la Chine et à la Chine, j'ai rencontré l'espace qui me convenait, c'est-à-dire un espace dévitalisé où on pouvait travailler sur les 12 enjeux délimités dans ce grand rapport qu'on appelle le Global Grand Challenges. Alors ce rapport, aujourd'hui, est appliqué ici à la Chine Lab, l'auberge numérique. Dans ce rapport, je travaille sur deux choses pour l'instant et qui viennent de deux motivations fondamentales. La première motivation, c'est de dire, c'est le premier constat. Il y a un constat qui amène une motivation. Le constat, c'est qu'on est bientôt 7 milliards sur la Terre. 7 milliards qui veulent manger. Je ne dis pas 7 milliards qui veulent se nourrir. 7 milliards qui veulent manger. Mais manger, ça veut dire quoi? Manger s'inscrit dans une chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur va de la production de l'objet à manger jusqu'à le fait de le manger. Mais imaginez, prenons la protéine animale. Le steak. Tout le monde veut son steak. Nous sommes 7 milliards. Ben, imaginez dans 5 ans, on va être 10 milliards, par exemple. Est-il possible que chacun ait son steak? Avec une chaîne de valeur, excusez-moi, une chaîne de valeur énergivore, extrêmement énergivore. L'empreinte de carbone est incroyable à ce niveau. Nous vivons l'anthropocène, comme on a dit, et nous continuons à vouloir faire manger 10 milliards avec de la protéine animale. Ce n'est pas possible. La Terre s'en va, le niveau de criticité est élevé. La Terre s'en va vers quelque part. Alors la première chose qu'on a faite, nous autres, ici à la Chine Lab, l'auberge numérique est un centre d'innovation ouverte qui veut résoudre des problèmes. Donc il y a 12 enjeux, 12 problèmes, 12 enjeux qu'on veut régler. Et alors le premier enjeu, c'était cette problématique de dire l'impact du manger sur le climat et sur la planète. Vous avez vu qu'est-ce qui se passe actuellement sur la planète. Vancouver en feu, l'Ouest américain en feu, partout du feu, du feu, du feu. Quand c'est les... Comment on appelle ça encore? Quand c'est les tempêtes, c'est des tempêtes extrêmes. Tout est devenu extrême. Alors nous avons décidé de faire notre petite part. Un océan, une goutte d'eau dans l'océan, mais une goutte d'eau. Et notre petite part, c'est de dire, OK, si nous pouvons, grâce au pouvoir de la connaissance, aider les gens à faire autre chose que manger, nous pourrons agir sur la chaîne de valeur. Alors donc, on a créé le Food Lab. Le Food Lab de la Chine Lab modélise actuellement sur d'autres types de protéines qui sont des protéines dites végétales. Et donc, des protéines dites végétales, mais qui ne sont pas de l'industrie ni pharmaceutique, ni toutes ces industries-là. On n'a rien contre eux. Nous pensons qu'il y a des savoirs endogènes, des savoirs cachés, des savoirs expérientiels qui font en sorte que les humains pourraient retourner vers certains, pourraient se nourrir et non pas manger. Alors moi, je l'applique à moi, dans une approche Living Lab, laboratoire vivant, avec d'autres individus qui travaillent avec moi. Nous sommes presque 973 personnes dans le laboratoire de la Chine, du Food Lab, de la Chine Lab, et on échange tous les jours en ligne, etc. On se partage. Mais moi, ici, j'ai décidé d'agir aussi sur la production. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'avoir un centre d'innovation ouverte. On travaille sur des stratégies innovatrices. Mais il s'agit aussi, c'est que ce qui sort de ces stratégies innovatrices, les outputs, on puisse faire en sorte que ça puisse servir économiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une mini-boutique, une micro-boutique. Cette micro-boutique, on nous permet d'aller chercher des produits que les gens ne connaissent pas très bien, mais qui pourraient aider à les sauver des maladies de civilisation, à sauver le climat, etc. Je donne deux produits que j'affectionne particulièrement. La moringa et l'autre produit, c'est le chaga. À l'heure actuelle, je ne bois plus de café. De temps en temps pour me faire plaisir. Mon café, c'est le chaga. Alors le chaga, je n'aurai pas le temps dans une entrevue comme ça de développer là-dessus, mais je vous invite
à aller sur YouTube et à écouter Jean-Yves Dionne, qui nous parle du chaga dans une conférence extraordinaire. Un monument de partage de connaissances. C'est l'un des d'un des produits québécois les plus intéressants. C'est des connaissances endogènes qui nous viennent du fin fond de la préhistoire, qui viennent de la Sibérie. Les Sibériens, c'était des gens solides dans des climats rudes, etc. Et on a retrouvé une sorte de momie avec du chaga qui était extrêmement bien conservé. Et moi, personnellement, en laboratoire vivant, qu'est-ce que je vis? Parce que c'est ce que j'appelle les technologies naturelles. Ben, j'étais diabétique. Je parle de moi. Je ne dis pas que je suis capable de soigner qui que ce soit ou whatever. Mais moi, je me nourris autrement. J'ai été diagnostiqué diabétique. Je me suis mis à fouiller les connaissances dites endogènes. J'ai ramassé ce qui faisait mon affaire. Et aujourd'hui, je ne vis que de ça. J'ai 63 ans, bientôt. Et là, je me sens très bien. Je ne touche plus à aucun médicament pour l'instant. C'est tout ce que je prends et je suis très bien. C'est la même chose que la moringa. La moringa, c'est une technologie naturelle, comme je les appelle. On trouve beaucoup de flavonoïdes. On trouve des 10 types d'acides aminés sur les 12 dont l'humain a besoin, etc. Mais tout ça vient des savoirs endogènes. Aujourd'hui, la moringa, qu'on appelle au Sénégal nebedai, qui vient du mot nevedai, l'arbre miracle, quand tu le prends, tu ne meurs pas qu'on dise, c'est une façon de parler, mais qui m'aide moi personnellement. Donc, en laboratoire vivant, moi personnellement, je peux témoigner de ce que ça fait sur moi. C'est ça mon témoignage. Donc, le Food Lab, sa job, on est toujours dans le domaine de la gestion des connaissances, knowledge management. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est en train de déterrer toutes ces protéines qui pourraient aider l'humain et d'aider le healing actuel. Nous avons vécu une période très dure, nous continuons à la vivre avec le SARS-CoV, ce qu'ils appellent le COVID-19. Nous avons été confinés, reconfinés, confinés, reconfinés. Nous sommes en face de mutants, sur mutants, sur mutants, sur mutants. Ce qu'on appelle les pathogènes émergents. Et cette ère des pathogènes émergents, avec le permafrost qui est en train de se dégeler, avec tout, il y a des bactéries qui sortent, qui ont été ensevelies, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. La seule réponse qu'on a réellement, de mon point de vue, en tant que prospectiviste, c'est d'avoir un système immunitaire solide. Mais il faut qu'on travaille, justement, on aille chercher ce qui peut aider notre système immunitaire. Alors, l'orientation de notre lab, c'est de déterrer les connaissances humaines qui étaient oubliées et qui pourraient aider l'humain. Donc, vous voyez que en agissant sur le levier de l'alimentation, des connaissances alimentaires, c'est ça le truc, en faisant de la littératie alimentaire, en aidant les gens à avoir un autre rapport avec l'alphabet alimentaire, nous pouvons agir, les aider à éviter de manger, qui amène des maladies de civilisation, et se nourrir, qui leur permet de fortifier leur système immunitaire. Nous n'avons aucune prétention. Nous ne sommes ni nutritionnistes, ni médecins, nous sommes des ingénieurs de la connaissance. Et nous nous intéressons aux connaissances dites tacites, aux connaissances dites endogènes, aux connaissances dites enfouies, qui ont accompagné l'humain depuis le début. On le sait que l'humain est une somme, l'humain n'est que le reflet d'une stratégie adénique. L'ADN, c'est une somme d'informations qui permet à l'humain de cheminer à travers son histoire. Et donc, nous nous intéressons à l'information qui peut permettre à l'humain de se défendre, de se consolider, d'où le citizen empowerment, renforcer les citoyens. Parce que nous, notre approche est totalement fondée sur une méthodologie qui est la méthodologie Living Lab, laboratoire vivant, qui a été développée au sein du réseau mondial des laboratoires vivants qui s'appelle ENOL.
Et moi, j'ai été accréditeur et j'ai été aussi membre du board, du conseil d'administration de Enel, dont le siège est en Belgique. Et j'ai d'ailleurs été à l'origine de l'école d'été des laboratoires vivants ici à Montréal. C'est moi qui suis allé à Istanbul, où j'ai défendu la candidature de Montréal et sont sortis pour la première fois de l'Europe pour venir en Amérique du Nord. Donc, nous avons une première valeur qui est l'un des éléments du chapitre, qui est le food. Comment gérer la nourriture, comment gérer le manger, comment gérer tout ça pour permettre à l'humain de sauver un élément des 12 chapitres. Mais il n'y a pas que ça. Quand on dit littératie alimentaire, on dit l'une des mamelles de l'humain, c'est manger. L'autre mamelle aussi, c'est avoir des outils culturels qui lui permettent de façonner son environnement. Ben, l'autre, c'est, on est aujourd'hui en plein cœur de ce que j'appelle le développement des cultures infomorphiques. Je m'entends, Manuel Castel nous parle du Network Society, de la société en réseau. On le voit avec le Covid-19. Vous avez bien vu que le principe fondamental, c'est la distanciation sociale. Et qu'est-ce qui a soutenu la distanciation sociale? Mais c'est les outils qu'on a, technologiques, les technologies sociales, qui ont fait en sorte que les humains ont pu gérer cette période extrêmement critique socialement parlant. On avait des sociétés qui étaient malades, mais qui allaient tomber dangereusement vers un sickness total, sachant que les maladies, il y a disease, sickness et illness. Sickness, c'est vraiment des sociétés malades, et c'est vrai que c'était des sociétés malades. En passant, j'ai travaillé justement sur une thèse qui est à la Bibliothèque et Archives Canada, sur justement le développement des épidémies. Vous pouvez lire ça, c'est une thèse de maîtrise qui est fort lue et courue. Donc, littératie alimentaire, l'autre valeur, c'est la littératie numérique. Nous rentrons dans une société de distanciation, une société soutenue technologiquement et une société qui s'en va vers ce qu'on appelle la singularité. C'est-à-dire où l'humain et la machine vont se croiser un moment, vont converger pour créer un autre type d'humain qu'on appelle l'individu singulier. On le sait, toutes les tendances socio-prospectivistes, en passant, je suis l'un des socio-prospectivistes de la Singularity University, toutes les tendances socio-prospectivistes nous le disent. Et dans le milestone de Peter Diamandis, qu'on utilise comme référence opérationnelle, qui, lui, reprend les théories de Ray Kurzweil, qui est le chef des ingénieurs de Google, ce milestone de Peter Diamandis nous dit qu'il y a un moment déterminé, qui est le 2034, nous allons vivre quelque chose de fondamental. Ce n'est plus de la science-fiction. C'est des sciences faits, science facts. Je ne dis pas que je suis transhumaniste, je l'étudie. Mais Turing l'a prévu, et Peter Diamandis, avec les études menées par Ray Kurzweil sur le Law Accelerating Returns, la loi des retours technologiques accélérés, nous dit qu'en 2034, nous allons passer le test de Turing. Rappelons-nous que Ray Kurzweil est à 87% de taux d'accuracy, de taux de précision dans ses prédictions. 87% en science, c'est beaucoup. Eh bien, il l'a fait. Et tout ce qu'il a dit jusqu'à présent est presque vrai à 87%. Alors, il nous a dit une chose. Et Peter l'a repris dans son milestone. 2034, nous passons le test de Turing. Ça veut dire que un robot va se mettre à côté de moi. Un robot, imaginons une femme, et qui est à côté de moi, je la cruise, comme on dit ici, et je ne vais pas savoir que c'est un robot. Je vais parler comme si je parlais à un humain, et le robot peut-être ne pourrait même pas savoir si je suis un robot ou un humain. On va arriver à un niveau d'intégration de l'intelligence artificielle General AI et de l'humain de telle sorte que l'humain et le General AI vont faire un, et cet individu-là
ce qu'on appelle l'individu singulier, d'où l'expression Singularity University, où on étudie ces phénomènes-là. Donc nous sommes au cœur d'une sociologie réelle. Nous étudions des sociétés du futur. Nous savons, et c'est ça, j'ai passé ma thèse de doctorat à l'Université Laval. J'ai eu 7 profs dans mon jury qui m'ont donné 5 heures de temps très dur, très dur. Parce que ce que je disais, c'était, pour eux, c'était de la folie. Et impossible de le croire. La distanciation sociale actuelle, je l'avais annoncé, c'est écrit dans mon livre qui est sur Amazon, la virtualisation du lien social. Mais pour eux, ce n'était pas possible. Et c'était dur, 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 dur. Mais je finis quand même par les convaincre. Et je peux vous dire que ça a été dur de convaincre des gens qui vivaient dans ce qu'on appelle l'approche linéaire, the linear view, une vision linéaire du monde. Tandis que moi, en ce moment-là, en 80, qu'est-ce que je dis, en 2003, mais 96 que j'ai commencé à penser comme ça. J'étais déjà dans le exponential view, la vision exponentielle, un décadrage complet du monde dans lequel je vivais. C'est pour ça que des fois, je rigole quand je dis aux gens que je reviens du futur. Mais il est vrai que quand tu as étudié le Mindset de Peter Diamandis et que tu es adossé sur un cadre théorique aussi solide que celui de Ray Kurzweil, ben, tu peux dire que tu reviens du futur parce que 2038 à 2018, c'est 87% de taux d'accuracy. Et avec ça, j'ai créé une nouvelle approche qui s'appelle l'ingénierie inverse en sociologie. Ce que je dis, c'est que sachant qu'est-ce qui se passe dans le futur, mais il faut maintenant agir sur les humains en leur donnant les outils pour contrecarrer les effets néfastes des technologies sur le futur. On le sait qu'en 2000, par exemple, on va prendre un exemple. En 2028, on sait qu'on va avoir des autos volantes partout, des autos qui se guident tout seuls, etc., que tout le monde sait, etc. On sait que technologiquement, on va être extrêmement avancé. Pas besoin de Asimov. Asimov a déjà dit tout ça. On n'a plus besoin de retourner dans les écrits pour le plaisir, mais on a une théorie scientifique de Kurzweil qui est là, qui est le chef des ingénieurs de Google. Mais tout le monde sait que c'est Google qui est en train de donner la direction vers laquelle l'humanité doit aller. C'est tout. Ben, quand tu le sais, mais tu vas t'armer. Alors, il y a des États qui, aujourd'hui, continuent le développement tel qu'ils l'ont vécu lorsque on vivait sous l'emprise des modes de production. Et on n'y est plus. On vit maintenant sous l'emprise des modes de développement que théorise Manuel Castel dans Network Society. Il a fait 3 tomes extraordinaires qui nous disent c'est quoi. Mais avant, lui, il y en a d'autres. D'autres auteurs, je ne vais pas tous les nommer ici, mais on peut parler par exemple de l'hypermodernité, des gens qui ont travaillé sur l'hypermodernité, il y en a, je n'irai pas là-dedans. Ce que je veux dire simplement, c'est que ce monde-là à venir a été théorisé. Alors moi, qu'est-ce que je fais? J'ai 12 chapitres, j'en prends 2, parce que je n'ai pas les moyens. Quand je suis venu ici, on m'a pris pour un fou. Je galère comme j'ai galéré, ça fait 3 ans que je n'ai pas de salaire, 3 ans que je me bats avec ma modeste retraite du gouvernement fédéral et je n'ai pas encore 65 ans pour avoir la full retraite. Ça a été dur, mais j'ai mis en place un projet. Et ce projet, je suis allé le présenter à PME Montréal, qui m'ont suivi, qui continuent à me suivre, merci pour les fauteuils rouges qui sont ici, c'est eux qui nous les ont donnés. Mais ce que je dis, c'est que le deuxième moment, le deuxième enjeu, c'est la littératie numérique. Alors, on a travaillé avec le sommet socio-économique pour le développement des jeunes noirs, des communautés noires. On a travaillé ensemble, ils m'ont d'ailleurs coopté et élu comme administrateur maintenant du board, j'en suis fier. Mais aussi, j'ai mis en place un programme ici qui s'appelle Connecte l'autre, que j'ai fait avec
le Collège Sainte-Anne. En passant, je les remercie beaucoup pour leur compréhension de la dimension dans laquelle j'évoluais. Ils nous ont fourni des ordinateurs, ils ont fait des activités. Et avec ça, on a équipé des gens de Dufkert, d'un peu partout de la Chine et de Montréal, parce que nous, on sert tout Montréal. Et on a aujourd'hui dépassé plus de 150 ordinateurs donnés. Donc, on a permis à des gens de revenir dans la société parce que l'isolement, dû à la distanciation sociale, l'isolement les avait écartés de l'action sociale. Et à partir de ce moment, on a créé les conditions d'une resociabilisation. Donc, voyez-vous, c'est une des choses qu'on a fait dans notre autre laboratoire qui s'appelle le LITALab. Nous avons en fait un Digital Divide, fracture numérique, de laboratoires. Nous avons le LITALab qui est le laboratoire de littératie numérique et nous avons le CompuLab qui est le laboratoire de pertinence technologique. Donc, on ramasse tout ce qui est matériel qu'on nous donne, on les refait, on les remet comme il faut et on aide soit les gens ici ou on aide des gens dans les pays en développement. À ce titre, nous avons aidé à équiper la bibliothèque de Bignona en Casamance. Je pense que les gens de la bibliothèque ont été heureux de recevoir le matériel et de plonger dans ce qu'on appelle la bibliothèque mondiale. Nous avons aidé aussi Fanok, qui est un quartier au Sénégal. Nous avons un projet avec le Bénin. On avait un projet avec Haïti, mais ça semble difficile. Mais ceci dit, nous intervenons avec le sommet socio-économique. Et là, très bientôt, ils vont venir ici. Ils ont deux volets. Ils ont un volet 4C, c'est connecter les gens, leur donner des ordinateurs, du Wi-Fi, des formations, des formations et les aider à être dans des communautés virtualisées pour briser l'isolement. Alors, il y a les familles et les aînés. Vous voyez donc, le Digital Divide n'est pas une théorie comme ça, même si j'ai écrit dans un collectif de l'Université du Michigan qui est sur Internet, qui s'appelle Digital 3D, Digital Divide Doctoral Students. On avait fait un séminaire à Ann Arbor. Et là, on a écrit un collectif sur le digital. Même si c'est théorisé, c'est pratique. Nous en parlions il y a 20 ans en arrière, quand j'étais au CEFRIO. Mais aujourd'hui, c'est la réalité, c'est notre vécu, on en a besoin pour, etc. Alors, rapidement, nous avons 2 chapitres actuellement sur lesquels nous travaillons actuellement. Ici, au Lachine Lab, en sciences appliquées, en recherche appliquée. Et maintenant, nous avons aussi 10 chapitres qu'on cible. Je ne vais pas toutes les nommer, mais je vais vous donner quelques chapitres qui vont vous montrer l'intérêt du travail qu'on est en train de faire en recherche scientifique ici. Nous avons, par exemple, le disaster resilience, la résilience au désastre. Sincèrement, disons-nous la vérité, dans l'époque actuelle, on a beaucoup de problèmes avec les désastres. Et rendre l'humain résilient à tout ce qui se passe en Californie, à Vancouver, dans le Pacifique, les tsunamis, l'humain est face à quelque chose et cette chose, c'est lui qui l'a créée. Mais il va falloir qu'il soit résilient. Donc il y a ça qui nous intéresse beaucoup en études. Si on avait les moyens, on plongerait dans la modélisation de la résilience humaine. Nous avons les questions énergétiques, l'énergie. Là, il y a Luc Villeneuve qui vient faire une capsule bientôt. On commence le volet énergie. Luc Villeneuve, il a écrit un livre qui est là, que je ne peux pas me lever pour vous le montrer, mais j'aurais bien voulu vous le montrer, sur l'énergie, qui est la littératie énergétique. Nous avons Jean-François Lefebvre qui vient nous parler du net carbone, décarboniser nos villes, etc. Je suis membre d'ailleurs du conseil d'administration de Imagine la Chine Est avec lui et toute une gang de personnes qui sont très bien, qui se battent. Donc, il y a l'énergie, il y a l'environnement, il y a le disaster resilience, il y a la santé. Là, le Covid-19 nous montre qu'on a vraiment, et les pathogènes émergents, des problèmes très sérieux de modèles
de résilience face aux pathogènes, par exemple. Donc, il faut qu'on trouve des réponses à ces choses qui arrivent qu'on ne connaît pas et on ne sait pas. Les endémies, les épidémies, les zikres, toutes sortes d'affaires qui sortent qu'on ne sait pas c'est quoi. Et il faut qu'on soit prêt. Il faut les modéliser avant que ça arrive. Il ne faut pas que ça nous tombe dessus. On sait que ça va venir. On fait de la socioprospective et on travaille dans des projections. On sait qu'en 2038, il va se passer des choses. C'est pour ça que nous faisons ces modèles. Le Food Lab montre d'ailleurs que la modélisation est très bonne. Aujourd'hui, il y a des gens qui retournent vers ces nourritures qui les aident et qui ont le système immunitaire qui commence à être pas solide. Et nous, on finance nos activités avec ça. Donc, nous avons 12 chapitres que les gens qui vont nous écouter peuvent trouver sur Internet et que je vais dire très tranquillement afin qu'ils puissent le noter. C'est le Global Grain Challenges. Alors, le Global Grain Challenges, c'est un rapport qui a été fait par la Singularity University qui fixe les enjeux qu'on doit résoudre rapidement pour permettre à l'humain de pouvoir s'en sortir ou au moins d'atténuer le choc à venir. En attendant, nous sommes installés à la Chine, nous avons une envergure internationale, nous dépendons d'un groupe de plus de 2000 chercheurs et innovateurs mondiaux. Nous travaillons avec Peter Diamandis, qui est astronaute, nous travaillons avec Ray Kurzweil, nous travaillons avec beaucoup de chercheurs, mais nous travaillons aussi avec des entrepreneurs qu'on incube, qu'on accélère et qu'on propulse. Donc nous avons... Par exemple, au Sénégal, nous avons NutriPharma, DM2. À New York, nous travaillons avec MS2, qui est une entreprise qui travaille dans l'intelligence artificielle. Nous travaillons avec un financier qui se trouve à Washington. Nous avons dernièrement aidé un monsieur qui est venu nous voir ici et qui nous a dit, écoutez, voilà, j'ai un instrument financier sur lequel j'aimerais travailler, qui pourrait m'aider à vous aider à régler les problématiques sur lesquelles vous travaillez. Monsieur, il s'appelle Luc Harvey, qui est un ancien député, est venu nous voir. On a financé son projet, on a placé 30 000 $ chez lui. Et il est allé gérer sa business en Angleterre. Et il est arrivé avec une ligne de financement de 4 milliards 800 millions. Cet instrument est avec nous, on a le document. Il est en train de finaliser avec des partenaires. Cet instrument, quand ça va être réglé, nous donne une ouverture sur une capacité de 250 millions de dollars USD qui nous permettrait de financer tous les 12 chapitres sur lesquels nous travaillons, financer des entreprises qui veulent plonger là-dedans, et financer aussi la recherche qu'on est en train de faire, etc. Donc, et peut-être que vous allez me dire, ce sera votre dernier mot, oui, donc nous sommes installés à la Chine, non pas parce que nous sommes un peu fous, nous savons très bien ce que nous faisons, nous le faisons très bien, nous avons d'excellents résultats, nous avons été touchés par le Covid-19, nous continuons à être touchés, mais contrairement à ce que les gens pensaient, nous ne sommes pas hyper affectés parce que nous sommes dans l'ère du temps. Ce que nous proposons comme marchandise est la marchandise qui doit être la réponse aux besoins du temps actuel et de l'ère du temps. À ce niveau, et vous me permettrez, à moins qu'il y ait d'autres questions, vous me permettrez de dire deux choses. Un, nous sommes dans une stratégie d'extension du lieu ici, qui est le Lachine Lab originel. On avait 15 000 pieds carrés au début. Il s'est trouvé qu'il y a eu tellement de choses qui nous ont dépassés qu'on a finalement, on est venu dans ce réduit-là, mais qui est fonctionnel. À côté, il y a un autre espace qui lui ressemble. Et cet espace, très prochainement, au mois de septembre, va devenir maintenant l'espace hybride. Et nous modélisons ce qu'on appelle une infostructure, qui va être les infrastructures technologiques aujourd'hui, c'est l'Internet et tout qui nous permettent de faire voyager le sens. Mais les infrastructures, c'est les outils et les méthodes que nous utilisons
pour rendre efficaces ces informations et ces connaissances. Alors, nous allons faire une hybridation. C'est un modèle, on modélise. Certains nous diraient, c'est déjà connu, mais nous voulons l'appliquer. Alors, on va mixer le tiers-lieu, le makerspace, le Fab Lab, le Living Lab. On va tout mixer et essayer de voir comment l'après-Covid peut profiter d'un instrument de resocialisation, de healing, pour permettre à l'humain de revenir vers la collectivisation du bien-être. Parce que le bien-être social a été fragmenté à cause de la distanciation sociale. La question maintenant, c'est comment nous remettre ensemble dans des espaces où on est bien, où on se bat contre l'anthropocène, où on se bat contre, on crée des instruments, des outils pour répondre aux enjeux sociaux émergents, etc., etc. Donc ces espaces-là, la prochaine expérimentation que je vais piloter, que je pilote déjà avec des étudiants que j'ai ici. Donc, merci au gouvernement du Canada de nous permettre, de nous financer et de nous permettre d'accéder à des étudiants qui travaillent ici comme des assistants de recherche, mais payés avec un salaire. Pourquoi? Parce que non seulement ils nous permettent de développer des projets concrets. Je donne un exemple. Dans le cadre du Food Lab, nous avons une dame qui s'appelle Jocelyne Lavergne. Jocelyne Lavergne a fait des capsules, doit faire 12 capsules pour le Food Lab sur les super nourritures. Ces 12 capsules vont aider à sensibiliser les gens à la bonne nourriture qui peut les aider comme il faut. Donc ça, c'est une production du Food Lab, mais faite par un étudiant qui s'appelle Zian, un jeune chinois qui est extraordinaire, qui est au collège Abbott ou je ne sais plus quel collège, mais qui fait un travail extraordinaire, qui est bien payé, qui est très heureux, qui passe son été avec nous, qui apprend de belles choses. Dernièrement, il m'a dit, des fois trop, c'est comme pas assez, parce qu'il en apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est un. J'ai un autre étudiant qui travaille actuellement sur des systèmes applicatifs qui sont des projets de recherche doctorale pour des pays en développement. Je n'en dirai pas plus. Et j'ai un autre étudiant qui a été affecté à la production d'un outil destiné à rendre intègre des élections. Et j'ai un dernier étudiant qui travaille sur un projet pour combattre la cyberhaine. C'est un projet applicatif, par exemple, ce que j'ai développé comme concept et qui est un élément de réflexion qui provient d'une politique sur la cyberhaine sur laquelle j'ai travaillé et que j'ai transmis à mon commanditaire qui s'appelle le sommet socio-économique. La politique est faite, elle a été livrée, elle roule, elle va bien. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Chine Lab modélise des éléments de réponse à des problématiques qui s'en viennent. C'est sûr et certain que les gens qui ne savent pas c'est quoi le futur ne comprendront pas qu'est-ce que nous faisons. Donc, il faut accepter de changer de posture. Pour comprendre l'autre, je reviens sur le concept de Verstehen, de Max Weber, comprendre l'autre, comprendre sa trajectoire et essayer de prendre les éléments de sens pour se les approprier. Nous revenons, oui, je sais, c'est fou, mais on revient du futur. On sait ce qui va se passer, mais on met les outils pour faire ce qu'on appelle du citizen empowerment. Digital citizen, un citoyen intègre. Le citoyen intègre, c'est le citoyen qui se nourrit et non pas qui mange. Le digital citizen, c'est le citoyen qui utilise les technologies sociales non pas pour
se détruire comme être collectif, mais pour collectiviser le bien-être et faire en sorte qu'il soit mieux partagé. On a des outils de partage, des outils de médiation. Il y a une nouvelle science qui est née qui s'appelle la médiologie, qui dit justement, qui étudie les meilleures pratiques pour partager l'information, pour partager la connaissance, pour voyager vers le savoir, vers la sagesse. C'est ça le processus véritable de la connaissance. Data, knowledge, data, information, knowledge, wisdom. La donnée, l'information, la connaissance et la sagesse. Et un gars comme Teilhard de Chardin, qu'on appelle le pape de l'Internet, nous en parle justement. Nous parle du voyage vers Oméga. Oméga, c'est quoi? C'est l'espace spirituel où l'humain va se retrouver avec l'ensemble de ses semblables pour un espace où tout le monde est égal, où tout le monde est le même que tout le monde, ce qu'on appelle la noésis. La noésis, c'est le prochain espace que nous appelons, nous, dans notre jargon de chercheurs dans le domaine médiologique, qu'on appelle la métaverse. La métaverse va remplacer l'Internet. Ça va être un espace où ce sont des avatars qui vont rentrer et qui vont intermédier à notre place. Mais qui vont intermédier d'une manière réelle, ça a déjà commencé. Alors l'Internet va disparaître, peut-être que vous le connaissez. Ça va être des Internet hologrammiques, 4D, où on a des avatars. Je ne sais pas si vous avez vu, ou en tout cas nos téléspectateurs ont vu le film Blade Runner, où on voit un homme qui va chercher une avatar, qui fait rentrer l'avatar chez une femme qu'il a payée pour pouvoir faire l'amour avec. C'est ça la métaverse. C'est le fait que l'humain va avoir des avatars pour intermédier dans des espaces qu'on appelle cybernétiques. Et là, nous voilà plongés au cœur de notre futur. Alors, j'en appelle à ceux qui aiment l'histoire à aller lire Asimov, toute la série. Ça leur permettra de voir ce qu'on appelle les éléments historiques. Et ceux qui veulent connaître la sociologie de nos sociétés actuelles, d'aller lire James Cleveland ou de lire Manuel Castel ou de lire Howard Rheingold ou de lire des gens qui sont très proches de nous, dont des Pierre Lévy, un de mes amis, ou de lire pour le futur des Ray Kurzweil, des Peter Diamandis. Peter Diamandis a sorti un livre qui s'appelle Digital Abundance, où The Future is Near. On ne peut pas planifier, faire des politiques publiques ou whatever, prendre des décisions sans comprendre le contexte social dans lequel on s'engouffre. La culture de nos enfants ne sera plus une culture telle qu'on la connaît, qui est la culture linéaire. C'est une technoculture ou une cyberculture. Mais tu ne peux plus prendre de décisions de développement sans y mettre des intrants cybernétiques. C'est comme ça. C'est les majors qui développent, qui veulent. Ben, soyons un peu sérieux. Arrêtons de vouloir diriger le monde en ayant des trucs dans les yeux. L'approche linéaire n'est plus bonne, alors que c'est mon dernier mot, que les politiques arrêtent de vouloir nous amener vers des choses qu'ils ne connaissent pas. Si on regarde qui aujourd'hui détient le capital, ou qui détient les instruments de développement, ce qu'on appelle les modes de développement, le plus grand hôtelier du monde n'a aucun hôtel. C'est Airbnb. Le plus grand chauffeur de taxi du monde n'a pas d'auto, c'est Uber. Le plus grand journaliste du monde n'a pas de journal, c'est Facebook. C'est des infrastructures.
ben, quand tu prends des décisions, c'est en fonction du développement de ces puissances développementales et non pas en fonction d'études fondées sur l'approche linéaire. Il faut avoir une vision exponentielle pour guider ou partir du futur et revenir et contrecarrer justement les effets néfastes, ce que nous tentons de faire en faisant de la modélisation à la Chine Lab, l'auberge numérique. En passant, et je termine avec cela, mais quand on fait du knowledge management et qu'on sait que l'innovation ouverte dépend de la somme, non de la somme, de la valeur des idées qu'on injecte dans le système, dans la manufacture cognitive, ben l'élément fondamental, c'est quoi? Mais c'est l'idée. Ben, l'idée, il faut la loger. L'idée voyage, etc., il faut la loger. Mais nous la logeons dans des machines, dans des ordinateurs, dans des dispositifs électroniques. C'est pour ça que nous parlons d'auberge numérique. Héberger l'idée. Donc, la Chine Lab, parce qu'on est spatialement quelque part. L'auberge numérique, c'est tous les dispositifs qu'on met en place pour héberger des idées. Et notamment, et j'annonce, que nous venons de rendre opérationnel notre résidence scientifique à Québec, à Cap-Rouge, sur laquelle je travaille nuit et jour pour la rénover, où on va recevoir des savants, des scientifiques, qui, grâce à la théorie de Romer sur la proximité et la fertilisation croisée, pour amener des faits d'innovation. Donc nous travaillons sur cette résidence, sur la base de méthodologie, de développement de l'idée. Et cette résidence-là n'est pas une résidence numérique. Cette résidence, elle est physique. La résidence numérique, c'est tous les ordinateurs qu'on a, tout le dispositif de technologie sociale qu'on donne aux humains afin de leur permettre de produire des idées. Alors, je vous remercie très profondément de me permettre de m'exprimer sur un sujet complexe, qui semble compliqué pour certains, mais en fait qui n'est que complexe. Et je suis sûr et certain que si on se met tous ensemble, si on se donne une chance, en laissant aux gens la possibilité de s'exprimer et d'exprimer ce qu'ils ont en eux, des connaissances tacites qui sont de l'ordre de 70%, nous pouvons voir émerger des stratégies d'innovation sociale qui peuvent aller au-delà de ce que nous pensons que nous sommes capables de faire. Alors c'est pour ça que moi j'en appelle à ceci, à une coopération compétitive et à une compétition coopérative afin que l'humain puisse contrecarrer les fléaux du futur. Merci. À très vite.